Tout commence par un détail presque invisible, une faille minuscule dans un récit qui aurait pu paraître anodin si Élise n'avait pas appris à écouter ce qui ne se dit pas. Depuis plusieurs jours, quelque chose la dérange dans l'attitude de Yann. Ce n'est pas une preuve tangible, ni même un élément matériel solide, mais une sensation persistante, un décalage imperceptible entre ce qu'il affirme et ce que les faits suggèrent. Lorsque Muriel lui confie enfin ce souvenir qui l'obsède, l'atmosphère change. La scène semble banale, une plage, une rencontre fortuite, Lucie, Yann, et ce téléphone cassé. Pourtant, ce détail s'imprime dans l'esprit d'Élise avec une netteté troublante. Muriel ne parle pas d'une scène intime, ni d'un geste compromettant, mais d'un moment qui sonne faux rétrospectivement. Elle se souvient du regard de Yann, de cette façon qu'il avait de détourner les yeux, comme si la présence de Lucie devait rester invisible. Élise ne réagit pas immédiatement. Elle laisse Muriel dérouler son souvenir, l'interroge avec précision, revient sur les gestes, les silences, les distances. Elle cherche moins les mots que les émotions. Muriel n'est pas certaine de tout, mais une conviction s'est installée en elle, cette rencontre n'avait rien d'innocent. Et si elle en parle aujourd'hui, c'est parce qu'elle a l'impression d'avoir été témoin d'un fragment de vérité qu'elle n'avait pas su reconnaître à l'époque. Restée seule, Élise repense au témoignage de Roxane Vanier et à cette voiture grise aperçue près de Lucie. Elle revoit mentalement chaque élément du dossier, chaque incohérence, chaque réaction étrange. Lentement, les pièces commencent à s'emboîter. Rien n'est encore certain, mais un fil invisible relie désormais Yann à cette zone d'ombre. Elle décide de le convoquer. Chez lui, Yann tente de maintenir une apparence de normalité. Johanna parle d'appartement, de projet, d'avenir. Elle feuillette des annonces avec une légèreté qui contraste avec la tension qui monte en lui. Elle se projette, imagine une nouvelle étape, un espace plus lumineux, une vie plus grande. Yann l'écoute, acquiesce, mais son esprit est ailleurs. L'appel d'Élise vient fissurer cet instant fragile. Elle ne donne aucune explication, seulement une demande claire, ils doivent parler. Au commissariat, lorsqu'il aperçoit Muriel aux côtés d'Élise, un frisson le traverse. Pendant une seconde, il envisage de faire demi-tour. Il comprend que cette convocation n'est pas anodine. Pourtant, il avance. Refuser serait déjà un aveu. L'entretien commence calmement. Élise adopte un ton neutre, presque détaché. Elle l'interroge sur Lucie, sur cette fameuse journée à la plage. Yann nie d'abord se souvenir d'une rencontre précise. Il parle de hasard, d'éventualités floues, de coïncidences sans importance. Son discours semble cohérent, mais il manque de spontanéité. Il choisit ses mots avec une prudence excessive. Puis vient la question du téléphone cassé. Le silence qui suit est presque imperceptible, mais suffisant. Yann hésite, à peine une fraction de seconde. Il affirme alors que, ça lui dit quelque chose, comme si un souvenir lointain venait de refaire surface. Et c'est précisément là que la fissure apparaît. Comment peut-il se rappeler ce détail s'il ne se souvient pas de la scène elle-même ? Cette contradiction, minime en apparence, résonne lourdement dans l'esprit d'Élise. Elle ne le confronte pas frontalement. Elle observe, elle note, elle analyse ses gestes, la tension de ses épaules, la crispation de ses mains. Plus il parle, plus il semble s'enfoncer dans ses propres explications. Chaque tentative pour paraître détendu révèle en réalité une nervosité qu'il peine à dissimuler. Quand l'entretien se termine, Yann quitte le commissariat avec la sensation d'avoir traversé un champ miné. Rien n'a explosé, mais tout est fragilisé. Il se persuade qu'il a tenu bon, que rien de concret ne peut l'accabler. Pourtant, au fond de lui, la peur s'installe. Élise n'est plus dans le doute. Elle est dans la construction. À la ferme, plus tard, Ludo s'est endormi dans le fauteuil, épuisé. Le silence enveloppe la pièce tandis qu'Élise reste seule avec son café. Elle repense à Roxane, à Muriel, aux incohérences de Yann. Elle revoit son hésitation, cette faille infime qui trahit souvent plus que des aveux. Ce n'est pas encore une accusation. C'est un pressentiment devenu presque certitude. Et pendant qu'elle assemble patiemment le puzzle, ailleurs, sans qu'elle le sache encore, Yann commence déjà à perdre le contrôle. Le retour à la maison n'a rien d'apaisant pour Yann. Dès qu'il franchit la porte, il sent que quelque chose a changé, non pas dans les murs, ni dans la lumière de l'appartement, mais en lui. Johanna lève les yeux vers lui avec ce mélange d'affection et de curiosité qui l'a toujours rassuré. Elle parle encore de cet appartement qu'elle a repéré, de la vue dégagée, de la proximité avec le centre. Elle imagine déjà leurs meubles, leurs habitudes, une projection douce et concrète d'un avenir à deux. Yann l'écoute, mais chaque mot semble s'écraser contre une barrière invisible. Il répond avec des phrases mesurées, tente de paraître présent. Pourtant, son esprit revient sans cesse à la salle d'interrogatoire, à cette seconde de flottement lorsqu'il a évoqué le téléphone cassé.
Il revoit le regard d'Élise, ce regard qui ne juge pas, mais qui comprend. Et il comprend, lui aussi, qu'il a commis une erreur. Pas une faute spectaculaire, pas un aveu, mais une brèche. Johanna finit par aborder le sujet que Muriel lui a confié. Elle ne l'accuse pas, elle ne hausse pas le ton. Elle parle d'une coïncidence étrange, de cette rencontre sur la plage, de cette histoire de téléphone. Elle prononce la phrase presque en riant, comme si elle voulait désamorcer toute gravité. C'est dingue comme coïncidence. Mais derrière le sourire, il y a une attente. Elle cherche dans les yeux de son mari une réponse simple, claire, qui dissiperait tout malaise. Yann ressent cette attente comme une pression insoutenable. Il change de sujet, évoque à nouveau l'appartement, puis prétend être fatigué. Il se lève, met fin à la conversation avant qu'elle ne devienne dangereuse. Johanna le regarde partir avec une légère incompréhension. Elle ne voit pas encore la faille, mais elle perçoit le retrait. Dans la salle de bain, Yann s'appuie contre le lavabo et fixe son reflet. Il tente de reprendre son souffle, de retrouver le contrôle. Il se répète qu'il n'y a pas de preuves, que tout repose sur des impressions, des souvenirs flous. Pourtant, le miroir lui renvoie une image qu'il peine à reconnaître. Son visage est tendu, ses mâchoires crispées, ses yeux marqués par une inquiétude qu'il ne peut plus masquer. Pendant ce temps, ailleurs, la tension prend une autre forme. Caroline, de son côté, s'efforce de reconstruire un équilibre. La signature de son bail représente pour elle bien plus qu'un simple contrat. C'est une affirmation, une tentative de reprendre sa place auprès de Pablo sans empiéter officiellement sur la vie des autres. L'appartement est lumineux, proche, presque rassurant. Elle y voit la possibilité d'un nouveau départ. Mais cette proximité, justement, dérange. Sabine ne parvient pas à contenir son agacement. Elle confie à Ève que la situation lui semble malsaine, que l'installation de Caroline à une rue de chez eux brouille les frontières. Elle parle de Pablo, de l'équilibre fragile qu'ils ont réussi à construire, et de la menace que représente une présence trop constante. Ce n'est pas seulement de la jalousie. C'est une peur diffuse de voir son espace se réduire. Hugo tente de relativiser. Il rappelle que Caroline agit en mère, qu'elle cherche seulement à rester proche de son fils. Mais ces arguments ne suffisent pas à calmer Sabine. La discussion monte en intensité, glisse vers des reproches plus anciens, des frustrations accumulées. Caroline, en rentrant, surprend une partie de cet échange. Elle n'entend pas tout, mais assez pour comprendre qu'elle est devenue un sujet de tension. La blessure est immédiate, silencieuse. Elle pensait agir avec délicatesse. Elle découvre qu'elle est perçue comme intrusive. Elle ne confronte personne, elle encaisse. Plus tard, dans la chambre de Pablo, elle parle avec enthousiasme de son nouvel appartement, insiste sur le fait qu'il pourra venir quand il le souhaite, même avec Noura. Elle veut que son fils se sente libre, jamais pris au piège d'un conflit d'adultes. Son sourire est sincère, mais teinté d'une inquiétude qu'elle dissimule soigneusement. Au travail, un autre coup dur l'attend. Le téléphone sonne. Boris Lemierre annonce qu'un fournisseur n'a pas reçu le virement trimestriel. Caroline comprend immédiatement. Elle a commis une erreur. Le virement est parti vers un mauvais compte. Son estomac se noue. Elle imagine déjà les conséquences, les jugements, la perte de crédibilité. Berthier lui conseille de rester calme. Il minimise l'erreur, lui rappelle que cela arrive. Mais la peur de ne pas être à la hauteur s'installe. Et c'est Laurent qui intervient, assumant devant Boris la responsabilité des coordonnées bancaires erronées. Ce geste la touche profondément. Elle promet de prouver qu'elle mérite sa place, annonce qu'elle s'est inscrite à des cours du soir pour se remettre à niveau. Chaque personnage lutte, à sa manière, contre une fragilité qui menace de l'exposer. À la ferme, le soir tombe doucement. Ludo dort, épuisé, laissant derrière lui le calme d'une maison vidée de son agitation. Élise, seule avec ses pensées, reprend mentalement le fil des événements. Elle revoit la voiture grise évoquée par Roxane. Elle revoit l'hésitation de Yann. Elle revoit la manière dont il a évité le regard de Muriel. Ce n'est plus une simple intuition. C'est une construction méthodique. Elle ne cherche pas à accuser, mais à comprendre. Et plus elle avance, plus une vérité semble se dessiner avec une netteté implacable. Au même moment, dans l'intimité de son appartement, Yann sent la pression monter. Il ne peut plus se réfugier dans le silence. Les regards se resserrent autour de lui. Les coïncidences deviennent suspectes. Les souvenirs qu'il tente d'enfouir remontent à la surface. Et ce qu'il redoute le plus, ce n'est pas seulement l'enquête d'Élise. C'est le moment où Johanna cessera de lui faire confiance. La nuit qui suit l'interrogatoire n'offre à Yann aucun répit véritable, car le silence de l'appartement ne fait qu'amplifier le tumulte qu'il habite. Allongé aux côtés de Johanna, il garde les yeux ouverts dans l'obscurité, incapable de trouver le sommeil, tandis que des fragments de souvenirs remontent malgré lui à la surface, avec une précision qu'il aurait préféré ne jamais retrouver.
Il revoit la plage, la lumière trop vive sur le sable, la tension contenue dans le regard de Lucie, et ce moment précis où le téléphone lui échappe des mains avant de se fracasser contre une pierre, laissant apparaître des fissures semblables à celles qui, aujourd'hui, parcourent sa propre existence. Ce souvenir n'est plus un simple épisode anodin du passé, il devient le symbole d'un point de bascule qu'il n'a jamais voulu reconnaître. Au matin, Johanna perçoit immédiatement la fatigue qui marque son visage, bien qu'elle choisisse d'abord de ne rien dire. Elle observe ses gestes plus lents, son regard fuyant, cette manière nouvelle qu'il a d'éviter les échanges prolongés, comme s'il redoutait qu'une question trop précise ne fasse vaciller l'équilibre fragile qu'il tente de préserver. Elle se convainc qu'il traverse peut-être une période de stress, qu'il s'agit d'une simple conséquence de la convocation au commissariat, mais les paroles de Muriel continuent de résonner en elle avec une insistance qu'elle ne parvient pas à écarter. La coïncidence évoquée la veille lui paraît désormais moins légère, moins anodine, et elle sent s'installer en elle un doute qu'elle n'aurait jamais cru possible. Yann, de son côté, comprend que quelque chose a changé dans le regard de sa femme, même si aucune accusation n'a encore été formulée. Il s'efforce d'adopter une attitude mesurée, presque trop maîtrisée, comme s'il pensait qu'une vigilance accrue pourrait suffire à masquer l'inquiétude qui le ronge. Chaque mot qu'il prononce est réfléchi, chaque réaction est contrôlée, et cette tension constante finit par l'épuiser davantage que l'interrogatoire lui-même. Il sait qu'il ne peut plus se contenter de nier, il doit désormais maintenir une cohérence parfaite dans ses explications, ce qui exige de lui un effort psychologique de plus en plus lourd. Pendant ce temps, Élise poursuit son travail avec une détermination silencieuse qui contraste avec l'agitation intérieure de Yann. Restée seule à la ferme, dans le salon encore imprégné de la chaleur du café, elle laisse son esprit reprendre méthodiquement le fil des événements. Elle repense au témoignage de Roxane Vanier, à la description de cette voiture grise aperçue à proximité de Lucie, à cette silhouette masculine qui semblait vouloir éviter les regards. Elle se souvient de l'émotion sincère de la jeune femme, de la précision de certains détails qui ne correspondaient pas à une invention ou à une exagération. À mesure qu'elle relie ces éléments à la déclaration hésitante de Muriel, une cohérence commence à émerger. Le souvenir de la plage, évoqué par Muriel, prend alors une dimension nouvelle dans l'analyse d'Élise. Ce qui aurait pu rester un épisode insignifiant devient une pièce centrale d'un puzzle en construction. Elle se remémore l'instant précis où Yann, interrogé sur cette rencontre supposée, a d'abord nié tout souvenir avant de laisser échapper, presque malgré lui, cette référence au téléphone cassé. Ce détail, qu'elle n'avait pas introduit elle-même dans la conversation, constitue pour elle une anomalie révélatrice, car il suppose une mémoire précise là où il prétendait n'en avoir aucune. Plus elle examine la chronologie des faits, plus elle ressent cette impression familière qui accompagne les enquêtes sur le point de basculer vers une vérité dérangeante. Elle ne dispose pas encore de preuves matérielles décisives, mais elle perçoit un enchaînement logique qui donne un sens nouveau aux incohérences accumulées. Son objectif n'est pas d'accuser prématurément, mais de comprendre comment ces fragments épars peuvent s'articuler autour d'une même personne. Dans l'appartement conjugal, la tension devient presque palpable lorsque Johanna décide d'aborder à nouveau le sujet, non plus sur le ton léger de la veille, mais avec une gravité plus subtile. Elle parle de transparence, de confiance, de ces zones d'ombre qui peuvent fragiliser un couple lorsqu'elles ne sont pas éclaircies à temps. Elle ne formule aucune accusation directe, mais elle cherche dans les réponses de Yann une solidité qui la rassurerait pleinement. Or, ce qu'elle perçoit n'est pas l'assurance tranquille qu'elle espérait, mais une nervosité contenue, une volonté manifeste de clore rapidement la discussion. Le silence qui suit leurs échanges s'avère plus lourd que n'importe quelle dispute ouverte, car il installe une distance nouvelle entre eux. Johanna, sans en avoir encore conscience, commence à observer plutôt qu'à croire, à analyser plutôt qu'à accepter, et cette évolution subtile marque un tournant dans leur relation. Yann ressent cette transformation avec une acuité douloureuse, comprenant que la confiance, une fois entamée, ne se répare pas par de simples mots. Plus tard, seul dans la salle de bain, il se confronte à son reflet avec une intensité qu'il n'avait jamais éprouvée auparavant. Le miroir lui renvoie l'image d'un homme tendu, sur la défensive, dont la maîtrise apparente masque mal l'angoisse profonde. Il comprend que la menace ne vient pas seulement de l'enquête d'Élise, mais de l'érosion progressive de l'équilibre intime qu'il partage avec Johanna. La peur de perdre ce qu'il a construit devient alors plus oppressante que la perspective d'une accusation formelle. Dans le même temps, les tensions parallèles autour de Caroline et de Sabine contribuent à créer un climat général d'instabilité, où chacun lutte contre ses propres fragilités. L'erreur bancaire de Caroline, bien que couverte par Laurent, ravive en elle le sentiment de devoir constamment prouver sa valeur, tandis que Sabine, troublée par la proximité nouvelle de cette dernière,
peine à dissimuler un malaise qui dépasse la simple question logistique. Ces dynamiques secondaires, loin d'être anecdotiques, participent à l'atmosphère de déséquilibre qui entoure l'ensemble des protagonistes. À mesure que la journée s'achève, Élise poursuit mentalement son raisonnement, consciente que la prochaine étape consistera à vérifier concrètement les éléments qui pourraient confirmer son intuition. Elle sait que la vérité ne se révèle jamais d'un seul coup, mais qu'elle se construit par recoupements successifs, par la confrontation patiente des faits et des réactions humaines. De son côté, Yann sent l'étau se resserrer sans qu'aucune accusation officielle n'ait encore été prononcée, car la pression qu'il subit désormais provient autant de l'intérieur que de l'extérieur. Cette tension accumulée, faite de peur, de doute et de culpabilité latente, fragilise peu à peu le contrôle qu'il croyait encore posséder. La fissure apparue lors de l'interrogatoire ne cesse de s'élargir, silencieuse mais irréversible, annonçant une rupture dont il pressent déjà la violence. La journée suivante ne marque aucune accalmie, bien au contraire, car la tension accumulée commence à produire des effets visibles dans l'attitude de Yann. Il tente de se concentrer sur ses obligations, de maintenir une apparence ordinaire, mais chaque geste est parasité par la crainte constante d'un appel, d'une nouvelle convocation, d'un regard plus insistant que les autres. Il a la sensation que tout le monde l'observe, même lorsque personne ne semble lui accorder une attention particulière. Cette impression d'être surveillé n'est peut-être qu'une projection de son propre malaise, mais elle devient suffisamment forte pour altérer son comportement. Au commissariat, Élise avance désormais avec une logique plus affirmée. Elle ne se contente plus d'intuition. Elle entreprend de vérifier les horaires, de recouper les déplacements, de confronter les éléments matériels avec les déclarations recueillies. Elle analyse la chronologie des faits avec une rigueur presque obsessionnelle, cherchant la moindre incohérence qui pourrait transformer une hypothèse en piste solide. Ce qui la frappe le plus n'est pas une preuve éclatante, mais la répétition d'ajustements dans le récit de Yann, comme si chaque réponse nécessitait une adaptation supplémentaire pour rester cohérente. Dans le même temps, Muriel ressent un trouble grandissant. Elle ne voulait pas provoquer une tempête, simplement éclaircir un souvenir qui la hantait. Pourtant, en apprenant qu'Élise approfondit ses vérifications, elle comprend que son témoignage a peut-être déclenché un engrenage qu'il sera impossible d'arrêter. Elle pense à Johanna, à l'équilibre fragile de son couple, et se demande si la vérité, quelle qu'elle soit, ne risque pas de détruire plus qu'elle ne réparera. Chez lui, Yann commence à perdre la maîtrise de ses réactions. Les conversations les plus banales prennent une dimension menaçante. Lorsque Johanna évoque à nouveau leur projet d'appartement, il perçoit dans ses paroles une forme d'interrogation implicite, comme si chaque plan d'avenir dépendait désormais d'une vérité qu'il n'ose pas affronter. Il répond de manière évasive, parfois sèche, et il voit dans les yeux de sa femme une incompréhension qui se transforme lentement en inquiétude. Johanna, de son côté, ne cherche pas l'affrontement direct, mais elle n'est plus dans la confiance aveugle. Elle observe les silences, les détours, les changements de sujet. Elle repense à cette phrase qu'elle avait prononcée presque en riant, évoquant la coïncidence de la plage, et elle mesure à présent le poids réel de cette coïncidence. Plus elle y réfléchit, plus elle ressent le besoin d'obtenir une réponse claire, sans zone grise. Yann, acculé par cette pression diffuse, se réfugie dans la salle de bain, espace clos où il pense pouvoir retrouver un semblant de contrôle. Il fixe son reflet avec une intensité presque agressive, comme s'il cherchait à se convaincre lui-même de la solidité de son mensonge ou de l'innocuité de ses actes. Pourtant, l'image qui lui renvoie le miroir n'a plus rien de rassurant. Il y lit la fatigue, la peur, et surtout la conscience que la vérité, si elle éclate, ne laissera rien intact. La tension atteint alors un point critique. Submergé par un mélange d'angoisse et de colère, il laisse exploser ce qu'il contenait depuis des jours. Le poing s'abat contre le miroir dans un geste brutal, irréfléchi, comme si briser cette surface pouvait effacer le reflet accusateur qu'il ne supporte plus. Le verre éclate dans un fracas sec, et des éclats tombent au sol tandis qu'une douleur vive traverse sa main. Le sang apparaît presque immédiatement, traçant sur sa peau la preuve concrète d'une perte de contrôle qu'il ne peut plus nier. À quelques mètres de là, dans la cuisine, Johanna sursaute en entendant le bruit. Elle accourt, le cœur serré, et découvre la scène, le miroir brisé, les éclats éparpillés, Yann immobile au milieu du désordre, la main blessée. Le choc est double, car au-delà de la blessure physique, elle perçoit la violence intérieure qui a conduit à ce geste. Elle ne voit plus seulement un homme stressé, elle voit un homme au bord de la rupture. Il tente de minimiser l'incident, d'évoquer un geste maladroit, une fatigue passagère, mais le décor parle pour lui. Le miroir brisé devient le symbole d'un équilibre fracturé, d'une façade qui ne tient plus. Johanna, silencieuse, l'aide à nettoyer la plaie, mais son regard n'est plus le même.
Une distance invisible s'installe, faite de peur et de doute. Pendant ce temps, Élise poursuit son travail sans connaître encore l'explosion qui vient de se produire. Elle sent que la vérité est proche, que les incohérences de Yann ne sont pas de simples maladresses. Chaque nouvelle vérification renforce son intuition initiale. Quelque chose relie Yann à Lucie d'une manière qu'il tente désespérément de dissimuler. Ainsi, tandis que le miroir brisé gît au sol comme un avertissement muet, la mécanique de l'enquête continue d'avancer, implacable. Yann comprend désormais qu'il ne pourra pas indéfiniment contenir la pression, et que la prochaine fissure ne sera peut-être pas seulement intérieure. La rupture n'est plus une hypothèse, elle devient une imminence. Le miroir brisé ne disparaît pas avec le simple nettoyage des éclats de verre. Même lorsque la salle de bain retrouve une apparence d'ordre, même lorsque la blessure de Yann est bandée avec des gestes appliqués et silencieux, quelque chose demeure suspendu entre eux, comme une fissure invisible qui traverse désormais leur quotidien. Johanna ne pose pas de questions immédiates, mais son silence n'est plus celui de la confiance, il est devenu celui de l'observation. Elle repense à la violence du geste, à cette explosion soudaine qu'elle n'aurait jamais imaginée chez lui. Yann a toujours su se maîtriser, éviter les débordements inutiles. Ce coup porté contre le miroir ne ressemble pas à un accident ni à une simple maladresse. Il ressemble à une réaction disproportionnée, née d'une pression trop longtemps contenue. Johanna comprend que ce qui l'a poussée à frapper ne peut pas se réduire à une fatigue passagère. Yann, conscient d'avoir franchi une limite, tente de reprendre pied dans la normalité. Il parle peu, se montre plus attentif que d'habitude, presque trop prévenant. Il cherche à effacer l'image de l'homme débordé par ses émotions, mais chaque effort semble artificiel. La blessure à sa main devient un rappel constant de son incapacité à garder le contrôle. Elle pulse, elle brûle, comme une matérialisation physique de son angoisse. Dans l'intimité du couple, la tension ne s'exprime pas par des cris, mais par des décalages subtils. Johanna remarque qu'il évite son regard lorsqu'elle mentionne Muriel ou Élise. Elle note les silences plus longs, les réponses moins spontanées. Elle ne veut pas croire à une trahison, mais elle ne peut plus ignorer les incohérences qui s'accumulent. Le doute ne s'impose pas brutalement, il s'installe par couches successives, fragilisant la certitude qui soutenait leur relation. Pendant ce temps, au commissariat, Élise franchit une nouvelle étape dans son raisonnement. Elle recoupe les horaires, vérifie les trajets, analyse les correspondances entre les déclarations de Yann et les éléments matériels disponibles. Chaque vérification ne constitue pas une preuve définitive, mais l'ensemble forme une trame cohérente. Ce qui l'intrigue le plus reste la réaction émotionnelle de Yann lors de l'interrogatoire. Elle aperçut chez lui une peur qui dépassait la simple inquiétude d'être convoqué. Elle se remémore le moment où il a évoqué le téléphone cassé sans y être incité. Ce détail, anodin en apparence, devient central dans son analyse. Il suppose une proximité avec la scène, une implication que l'oubli initial ne peut expliquer. Élise ne tire pas de conclusion hâtive, mais elle sait désormais qu'elle ne peut plus considérer Yann comme un simple témoin périphérique. À la ferme, le calme contraste avec l'agitation intérieure de l'enquête. Ludo, encore marqué par la fatigue des derniers jours, observe Élise avec une curiosité discrète. Il sent qu'elle avance vers quelque chose d'important, même si elle garde pour elle l'essentiel de ses hypothèses. Le silence de la maison devient un espace de réflexion où chaque pièce du puzzle trouve progressivement sa place. En parallèle, Caroline tente de reconstruire son assurance. Malgré l'erreur bancaire qui continue de la hanter, elle s'accroche à sa décision de suivre des cours du soir. Ce choix n'est pas seulement professionnel, il est existentiel. Elle refuse de se laisser définir par ses maladresses ou par le regard des autres. Pourtant, la dispute entendue entre Hugo et Sabine continue de la blesser. Elle comprend que sa proximité géographique, qu'elle croyait rassurante pour Pablo, est perçue comme une intrusion. Sabine, de son côté, ne parvient pas à apaiser son malaise. Elle oscille entre la compréhension rationnelle des intentions de Caroline et un sentiment plus viscéral d'envahissement. Cette tension latente ajoute une couche supplémentaire d'instabilité dans un environnement déjà fragilisé par les soupçons et les non-dits. Chez Yann et Johanna, la nuit suivante est plus lourde encore. Aucun éclat de voix, aucune confrontation directe, mais une distance nouvelle qui s'étend entre eux. Johanna observe la main bandée de son mari et se demande si la blessure qu'il porte est uniquement physique. Elle commence à envisager une possibilité qu'elle aurait rejetée quelques jours plus tôt, celle d'un mensonge plus grave que ce qu'il laisse entendre. Yann, quant à lui, sent que le temps joue contre lui. Il comprend que la violence de son geste n'a rien résolu, qu'elle a au contraire révélé une fragilité qu'il cherchait à dissimuler. Plus il tente de contrôler la situation, plus elle lui échappe. Il redoute un nouvel appel d'Élise, une nouvelle question plus précise,
un détail qui l'obligerait à improviser encore. La pression devient circulaire, l'enquête nourrit son angoisse nourrit ses erreurs, et ses erreurs renforcent les soupçons. Il réalise que la fissure ouverte ne pourra pas être colmatée par de simples explications. Le miroir brisé n'était pas seulement un objet, il était le reflet d'une réalité qui commence à se fracturer. Élise, de son côté, sent qu'elle approche d'un point de bascule. Elle ne sait pas encore quel élément précis déclenchera la révélation, mais elle est certaine d'une chose, les incohérences de Yann ne sont pas accidentelles. Elle dessine les contours d'un secret qui, tôt ou tard, devra émerger. Et pendant que chacun tente de préserver son équilibre, la vérité continue d'avancer, silencieuse mais déterminée, prête à transformer les doutes en certitude. Le lendemain du geste irréparable dans la salle de bain, l'atmosphère de l'appartement semble chargée d'une tension presque palpable, comme si les murs eux-mêmes avaient enregistré le fracas du miroir brisé et refusé d'en effacer l'écho. Johanna se lève avant Yann, incapable de prolonger un sommeil devenu trop fragile, et elle observe en silence la silhouette de son mari encore allongé, la main bandée posée sur le drap comme un aveu muet. Elle ne ressent ni colère immédiate ni certitude brutale, mais un trouble profond qui s'insinue dans chaque pensée. Elle repense à leur conversation avortée, au changement de sujet, au silence trop long, à cette manière qu'il a désormais d'éviter toute référence à Lucie ou à Muriel. Ce ne sont pas des preuves, seulement des impressions, mais elles s'additionnent avec une cohérence inquiétante. Johanna commence à comprendre que la question n'est plus de savoir s'il lui cache quelque chose d'insignifiant, mais s'il est capable de soutenir son regard sans détourner les yeux. Lorsque Yann se réveille, il tente d'adopter un ton normal, presque enjoué, comme si la journée pouvait se dérouler indépendamment de la fissure ouverte entre eux. Pourtant, chaque geste semble mesuré, chaque parole calibrée. Johanna perçoit cette artificialité et, pour la première fois, elle choisit de ne pas la masquer par un sourire conciliant. Elle pose des questions plus directes, non pas sous forme d'accusation, mais comme une exigence de clarté. Elle évoque la plage, le téléphone cassé, la convocation au commissariat, et elle insiste sur le fait qu'elle préfère une vérité difficile à un mensonge rassurant. Yann sent le sol se dérober sous ses pieds. Il répond, il explique, il tente de rationaliser, mais il sait que son discours manque désormais de spontanéité. Il comprend que la confiance n'est plus acquise et qu'elle exige désormais une transparence qu'il n'est pas prêt à offrir. Ce qui le terrifie le plus n'est pas l'enquête d'Élise, mais le regard de Johanna qui, progressivement, cesse d'être celui d'une alliée inconditionnelle. Au commissariat, Élise franchit un cap décisif dans son analyse. Elle compare les relevés d'horaires, confronte les éléments matériels aux déclarations recueillies, et elle identifie des zones de flou qui ne peuvent plus être attribuées au hasard. La concordance entre certains déplacements et les moments clés de l'affaire ne constitue pas encore une preuve formelle, mais elle réduit considérablement le champ des hypothèses. Elle ne cherche plus seulement à vérifier une intuition, elle teste désormais une théorie structurée. Ce qui la frappe avec le plus de netteté, c'est la cohérence émotionnelle de la réaction de Yann. Son hésitation, son changement d'attitude, son trouble visible lors de l'interrogatoire ne correspondent pas à celui d'un simple témoin. Élise sait que les émotions trahissent souvent davantage que les faits bruts, et elle s'appuie sur cette lecture pour orienter ses prochaines vérifications. Elle comprend qu'il faudra confronter Yann à des éléments plus précis, non pour le piéger, mais pour observer la manière dont il réagit lorsqu'il ne peut plus se réfugier dans l'ambiguïté. Pendant ce temps, la tension secondaire autour de Caroline et de Sabine continue de refléter, à une autre échelle, la fragilité des équilibres personnels. Caroline s'investit dans ses cours du soir avec une détermination presque fébrile, comme si l'amélioration de ses compétences pouvait compenser le sentiment d'être perçue comme une menace dans la vie d'Hugo et de Sabine. Elle cherche à prouver sa valeur, à restaurer une légitimité qu'elle craint de perdre. Sabine, de son côté, oscille entre culpabilité et irritation, consciente que son malaise dépasse la simple question de proximité géographique. Ces tensions parallèles nourrissent un climat général d'instabilité, où chacun tente de préserver son espace sans empiéter sur celui des autres. Pourtant, c'est autour de Yann que la pression devient la plus intense. Le soir venu, Johanna ne se contente plus d'observer, elle confronte. Elle ne hausse pas la voix, mais elle affirme qu'elle ressent un changement, qu'elle ne reconnaît plus l'homme avec lequel elle partage sa vie. Elle lui demande s'il y a eu quelque chose avec Lucie, non pas sous forme d'accusation définitive, mais comme une question qui exige une réponse sincère. Le silence qui suit pèse davantage que n'importe quelle confession. Yann réalise alors que le doute est devenu explicite. Il ne peut plus se contenter de minimiser. Il comprend que la prochaine erreur pourrait être fatale à leur relation. Pourtant, il reste prisonnier de sa propre stratégie de dissimulation,
incapable de revenir en arrière sans provoquer l'effondrement qu'il redoute. Élise, au même moment, sent qu'elle approche du seuil où l'hypothèse devra être confrontée à la réalité. Elle sait que la vérité, lorsqu'elle surgit, ne laisse personne intact. Elle pressent que l'onde de choc dépassera largement le cadre de l'enquête, qu'elle atteindra Johanna, Muriel, et peut-être bien plus encore. La situation est désormais à un point de bascule. Le doute n'est plus implicite, il est formulé. L'enquête n'est plus diffuse, elle est ciblée. Et Yann, pris entre la progression méthodique d'Élise et l'érosion de la confiance de Johanna, se trouve au centre d'un étau qui se resserre inexorablement. À mesure que la nuit tombe sur Montpellier, un calme trompeur semble envelopper les différents foyers, comme si la ville retenait son souffle avant une révélation imminente. Pourtant, sous cette apparente immobilité, les tensions accumulées atteignent un point de saturation. Élise, seule dans le salon de la ferme, reprend une dernière fois le fil de ses réflexions, déterminée à ne rien laisser au hasard. Devant elle, il n'y a ni tableau rempli de photos ni mur couvert de ficelles rouges, mais un enchaînement d'éléments qu'elle a méthodiquement intégrés dans son esprit. Elle repense à Roxane Vanier et à la voiture grise aperçue près de Lucie, à l'émotion contenue dans son témoignage, à la précision de certains détails qu'on n'invente pas sans raison. Elle repense ensuite à Muriel, à cette rencontre sur la plage qu'elle n'avait d'abord considérée que comme un souvenir flou, et à l'importance soudaine qu'a prise le téléphone cassé. Ce détail, minuscule en apparence, s'impose désormais comme un pivot central. Enfin, elle se remémore l'interrogatoire de Yann, sa négation initiale, puis son hésitation presque imperceptible avant d'évoquer lui-même cet objet brisé. Ce n'est pas une preuve irréfutable, mais c'est une cohérence. Une ligne invisible qui relie des points dispersés. Élise comprend qu'elle ne travaille plus sur une simple intuition. Elle assemble désormais un puzzle dont l'image finale commence à se dessiner avec une netteté inquiétante. Si Yann est bien l'homme que Lucie fréquentait en secret, alors son comportement prend un sens nouveau. Ses silences, ses contradictions, son agitation ne sont plus des réactions isolées, mais les manifestations d'un secret qu'il tente de protéger. Dans le même temps, chez lui, Yann sent que le masque ne tient plus. La confrontation avec Johanna a laissé une trace irréversible. Elle ne crie pas, elle ne dramatise pas, mais elle exige désormais une vérité qu'il n'est pas prêt à livrer. Il voit dans son regard une détermination nouvelle, une lucidité qui l'effraie davantage que n'importe quelle accusation officielle. Il comprend que la confiance ne se restaure pas par de simples assurances. Seul à nouveau dans la salle de bain, face au miroir remplacé provisoirement, il contemple l'espace vide où se trouvait son reflet intact. Le verre brisé de la veille devient le symbole d'un équilibre détruit. Sa main encore douloureuse lui rappelle l'instant où la pression a débordé, où la colère a pris le dessus sur la maîtrise. Il réalise que cette violence n'était pas dirigée contre un objet, mais contre lui-même, contre l'image d'un homme qu'il ne parvient plus à incarner. Johanna, de son côté, ne peut plus ignorer l'évidence d'un malaise profond. Elle ne dispose pas de faits concrets, mais elle ressent la fracture. Elle comprend que l'homme qu'elle croyait connaître lui échappe, et cette perte de repère l'atteint plus durement qu'une révélation brutale. Elle oscille entre l'envie de croire et la nécessité de se protéger, consciente que la vérité, quelle qu'elle soit, modifiera irréversiblement leur relation. À la ferme, Élise atteint enfin une forme de certitude intérieure. Elle sait que la prochaine étape devra être plus directe, plus confrontante. Elle n'a pas encore les éléments suffisants pour accuser formellement, mais elle est convaincue que Yann ne dit pas tout. Elle sent que le puzzle est presque complet et qu'il ne manque plus qu'une pièce décisive pour faire basculer l'affaire dans une autre dimension. Autour d'eux, les autres tensions continuent d'exister, comme un écho parallèle à cette crise centrale. Caroline s'efforce de prouver sa valeur professionnelle et de préserver sa relation avec Pablo malgré les crispations de Sabine. Sabine tente de rationaliser son malaise tout en ressentant l'impact de cette proximité imposée. Chaque personnage lutte contre une insécurité intime, mais aucune situation n'atteint l'intensité de celle qui entoure Yann. La vérité n'a pas encore éclaté, mais elle est désormais en mouvement. Élise assemble les pièces avec patience, Johanna affronte le doute avec une lucidité croissante, et Yann, pris au piège de ses propres incohérences, commence à comprendre qu'il ne pourra pas indéfiniment éviter l'effondrement. Dans le silence de la nuit, presque un point de non-retour a été franchi. Le piège ne s'est pas refermé brutalement, il s'est resserré lentement, presque imperceptiblement, jusqu'à rendre tout échappatoire illusoire. Et cette fois, Yann le sait. Ce ne sont plus seulement les questions d'Élise qu'il redoute, mais la vérité elle-même.